Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui sur ce Facebook Live de l'Ordre pour parler, comme chaque année, d'Octobre Rose, qui propose de lutter contre le cancer du sein et de prendre des mesures de prévention et de mobiliser toute la profession infirmière. Et moi, je suis très heureux aujourd'hui de vous accueillir à l'Ordre pour cette rencontre dans laquelle nous discuterons de l'Octobre Rose des infirmiers mobilisés contre le cancer du sein, pour plusieurs raisons d'ailleurs. Parce qu'on a connu au travers du début de la période Covid une déprogrammation et une crainte des patients d'être contaminés, donc avec un renoncement aux soins. Et on sait que maintenant, et pendant tout l'été, on court après finalement la reprise en soins de tous ces patients. Et donc c'est quelque chose d'extrêmement important qu'on puisse parler de prévention et de ne pas renoncer aux soins et d'orienter les patients vers nos centres de cancer ou tous les hôpitaux agréés pour la prise en charge du cancer. Aussi parce qu'à l'Ordre, nous avons 90% de femmes qui sont inscrites au tableau de l'Ordre, donc à la fois professionnelles, à la fois mères, mais aussi des soignants qui sont à même d'orienter et qui pourraient eux-mêmes être touchés. Donc vous voyez, c'est vraiment une problématique qui est complètement inscrite dans la population de l'Ordre, et donc on trouvait que c'était très pertinent de reprendre la parole sur ce sujet-là. Aussi parce que les infirmiers, de façon générale, accompagne les patients, et au-delà de ça, on a une infirmière de pratique avancée. Ce nouveau métier est en train de porter ses fruits dans les centres pour le cancer et vraiment d'apporter un nouvel horizon pour la profession, mais aussi une nouvelle façon de prise en charge. Et donc c'est quelque chose qu'on voulait valoriser aujourd'hui et qui est très important. Bien entendu, en population générale, on connaît tous les chiffres qui sont catastrophiques du cancer du sein, avec la probabilité d'une femme d'être touchée. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, l'Ordre national des infirmiers a souhaité organiser aujourd'hui, sous la forme d'une matinale, une rencontre autour de ce thème-là. Je vais encore continuer, on accueille notre dernière intervenante, pour des raisons de train, merci d'arriver, et vraiment quelque chose qui est très important, puisqu'on voit bien qu'en termes d'épidémiologie, le cancer du sein est le premier devant le cancer de la prostate, le cancer du poumon et le cancer colorectal, et c'est vraiment le plus fréquent qui arrive chez les femmes. Bien entendu, aujourd'hui, on ne pouvait pas passer à côté, c'est la journée la journée internationale de l'alimentation. Et on sait pertinemment que toutes les données, tout ce qu'on pourra faire en termes de prévention, va permettre de prévenir ce cancer. Et au-delà de l'aspect génétique, de l'aspect mode de vie ou de l'aspect, tous les autres aspects, surpoids, consommation de tabac et alcool, c'est vraiment des mesures de prévention qu'il faut qu'on mette en œuvre. Et je vais juste rappeler que la prévention fait partie du rôle propre de l'infirmier. Donc vraiment, on est vraiment dans le cœur de la cible et dans le cœur de la prise en charge. Pour terminer quand même sur une note d'espoir, avant de présenter nos invités, que je remercie d'avance d'être là et de leur participation, une note d'espoir, 9 cancers du sein sur 10 guérissent, donc on voit bien qu'il y a une prise en charge de qualité efficace, que la recherche avance et que les infirmiers maintenant, au travers des IPA, mais aussi au travers de tous les infirmiers, participent activement à cette recherche et à la qualité et la sécurité des soins tels qu'ils sont dispensés. Je vais vous présenter les intervenants qui sont là, qui nous ont tous rejoints aujourd'hui. Ou Adrien, tu le fais? Allez, Adrien le fait. Donc je vais céder ma parole à Adrien qui va permettre d'interroger. Je vous souhaite une bonne rencontre et puis je reviendrai pour faire la conclusion. Merci à toutes d'être venues aujourd'hui. Merci. Merci. Merci beaucoup Patrick Chamboredon, président de l'Ordre national des infirmiers. On vous retrouve à la fin de cette rencontre pour la conclusion. Je remercie également donc toutes les intervenantes d'être présentes ici. Isabelle Fromentin, vous êtes infirmière de formation d'abord, docteur en sciences, habilitée à diriger des projets de recherche. Vous exercez à l'Institut Curie à Paris dans l'unité de recherche plaies et cicatrisation. Vous enseignez également auprès d'étudiants infirmiers en IPA, infirmiers de pratique avancée. Merci. Sandrine Boucher, vous êtes directrice de la stratégie médicale et de la performance au sein du réseau Unicancer. Merci. Christelle Galvez, vous êtes infirmière de formation également, directrice de soins infirmiers du CLCC, le centre de lutte contre le cancer Léon Bérard à Lyon. Éliane Dubois, vous êtes également infirmière dans un centre de lutte contre le cancer au centre Georges-François Leclerc à Dijon et trésorière de l'AFIC, l'Association française des infirmiers et infirmières de cancérologie.
Et enfin, Anne-Philippe, vous êtes infirmière en pratique avancée en oncologie à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Merci à toutes. En complément des indicateurs présentés par Patrick Chamboredon, je rappellerai aussi que le cancer du sein, c'est 60 000 nouveaux cas chaque année et 12 000 décès par an. C'est le cancer le plus fréquent chez les femmes, la première cause de mortalité par cancer chez les femmes. Prise en charge à un stade très localisé, heureusement cette maladie présente des taux de guérison très importants, d'où l'importance du dépistage. On est en plein milieu, au milieu du mois de Octobre Rose, on va en parler, des campagnes de prévention comme Octobre Rose qui visent à encourager le dépistage. Anne-Philippe, je me tourne vers vous. L'hôpital public, l'hôpital Saint-Antoine, est-il un acteur de cette prévention? Participe-t-il à la campagne Octobre Rose? Tout à fait, l'hôpital Saint-Antoine fait partie du GH de Paris-Sorbonne Université et on a eu toute une semaine, la première semaine d'octobre, justement des conférences virtuelles, aussi bien adressées aux patients qu'au personnel sur la sensibilisation, les soins de support et les nouvelles thérapeutiques. Très bien, merci beaucoup. On est rassuré quand même que l'hôpital public s'empare effectivement de ce sujet, heureusement. Christelle Galvez, même question, vous travaillez donc, je le rappelais, au sein du CLCC, le Centre de lutte contre le cancer Léon Bérard, un CLCC qui fait partie du réseau Unicancer d'ailleurs. Octobre Rose au sein du CLCC. Oui, alors c'est une année assez spéciale puisqu'on avait l'habitude d'avoir des rassemblements, les cafeteuses, courir pour elles, des événements de rassemblement. Cette année, on se rassemble autrement, mais c'est pas pour autant dynamique et il a fallu se réinventer. Donc, et je pense aux plus proches, aussi des femmes en général, avec des moyens effectivement plus connectés et les réseaux sociaux nous ont aidés aussi à pouvoir communiquer et nous faire connaître et faire connaître les moyens de prévention. Merci. Effectivement, heureusement que les outils digitaux sont là aussi pour soutenir ces actions de prévention. On reviendra bien sûr sur le contexte particulier qui impacte à la fois la prévention, mais aussi les différentes prises en charge, bien sûr. Le dépistage qui fait aussi l'objet de travaux de recherche. Sandrine Boucher, vous participez à un vaste projet de recherche clinique sur la prévention et le dépistage, une étude clinique qui porte sur 85 000 patientes de différents pays. Oui, tout à fait. Unicancer est promoteur d'une très belle étude sur le dépistage dont l'objectif est effectivement de passer d'un dépistage, je dirais, standard, où chaque femme a exactement le même type de dépistage, à un dépistage personnalisé, donc ça s'appelle MyPEBS. Donc toutes les femmes qui sont dans la tranche d'âge de 40 à 70 ans peuvent participer. Donc j'invite les personnes qui nous écoutent à se renseigner sur cette étude MyPEBS et éventuellement participer à cette étude. Donc il y a effectivement 5 pays qui participent, Belgique, France, Israël, Italie et Royaume-Uni. Et il y aura 85 000 femmes qui permettront, on l'espère, de passer d'un dépistage de masse à un dépistage personnalisé. Donc très belle étude dont on espère des résultats dans les prochaines années. Oui, j'allais vous demander justement, elle a été lancée quand cette étude? Elle a été lancée l'année dernière et donc forcément nous avons une phase de ralentissement en ce moment, mais nous espérons que ça va repartir de plus belle. Vous le disiez, le dépistage plus personnalisé, c'est l'un des objectifs justement des travaux de recherche qu'on mène en ce moment sur le dépistage du sein. Quelle est l'idée derrière effectivement d'avoir un dépistage plus personnalisé? L'objectif, c'est de se baser sur un risque qui soit propre à la femme et plus se baser uniquement sur sa tranche d'âge, comme c'est le cas aujourd'hui, où tout le monde, c'est une mammographie tous les 2 ans, et c'est le même dépistage. Là, ça sera en fonction du risque individuel de la personne, en fonction de ses caractéristiques, et donc un dépistage un peu moins fréquent pour des femmes qui ne présentent pas de risque, et peut-être plus suivi pour des femmes à risque. D'accord. Voilà. Quand on parle de facteur risque, justement, ça va dépendre, donc vous le disiez, de l'âge. Vous en avez parlé tout à l'heure, effectivement, des habitudes de vie, du poids de la personne, mais peut-être que mes voisines peuvent compléter de manière plus précise. Il y a aussi l'hérédité, aussi plein de... Enfin, il montre de plus en plus qu'on peut préciser les moyens de prévention, aussi avec un suivi qui est personnalisé, aussi une analyse plus profonde des analyses de la qualité de vie. Donc c'est comportemental et héréditaire. D'accord. Voilà. Et effectivement, Patrick Chamboredon en a dit
Oui, ah pardon, c'est pas... Mais Excusez-moi. nous sommes dans Octobre Rose, nous avons aussi ce rôle de prévention et Ouais. autant effectivement rappeler ces facteurs de risque. Isabelle Fromentin, je me tourne vers vous. Autres travaux de recherche dans un tout autre registre, mais qui portent aussi justement sur ce dépistage, sur la détection du cancer au sein de l'Institut Curie. Donc deux projets, CADOG et CADOG 2. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors en effet, nous, c'est des projets plus modestes en termes de cohorte de patients. Je pense que quand on est face à un enjeu aussi fort que le cancer du sein, c'est très moteur qu'il y ait des projets de recherche différents qui soient développés. Donc j'ai lu avec intérêt ce qui était fait et qui est super. Il y a d'autres projets au sein de l'Institut Curie sur les cellules circulantes ou autres. Moi, j'ai abordé ce problème du dépistage avec sans doute ma formation d'infirmière, et je suis infirmière, hein. Je ne suis pas forcément uniquement de formation infirmière, je pratique toujours, hein. Et aussi avec cette compétence de recherche. Et nous, on s'est dit, est-ce qu'il est possible, et ça fait suite à tout un tas de travaux, de détecter le cancer par les odeurs? Ça semble possible, puisque la tumeur émet des composés volatiles. Et dans ce cas, il y a deux techniques pour en faire un outil diagnostique. Et étudier encore plus précisément cette signature olfactive en chimie analytique par chromatographie. Ça, c'est CADOG 2, et on fait ce travail avec l'IRCGN, l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, et aussi l'Université Paris-Est-Créteil pour l'analyse des datas. Et un autre projet dont on a plus entendu parler, parce qu'il est sans doute plus ludique, plus étonnant au départ, c'est la détection par les chiens. Alors les chiens, quand ils détectent, on ne connaît pas, on ne comprend pas bien pour l'instant ce qu'ils détectent exactement. Donc c'est deux projets de recherche qui sont associés, puisque l'un expliquera peut-être un jour ce que détectent les chiens, et en attendant on dresse les chiens pour essayer d'avoir un diagnostic, enfin un pré-test, qui n'empêcherait pas de devoir faire les imageries si ce test est positif, hein, avec des chiens. C'est un stade de recherche. Nous, on mène un PHRC pour définir exactement la sensibilité à la spécificité de la détection par l'odorologie canine. C'est pas simple. Beaucoup de gens se demandent pourquoi c'est assez long. Un processus de recherche, c'est long. Et alors, en plus, avec un animal, il est important que ça soit long. Parce que l'enjeu, on a vu par des preuves de concept et tout, que le chien était capable d'y arriver. Notre enjeu, c'est est-il capable de faire ce diagnostic de façon constante? Parce qu'il faut que la qualité de diagnostic soit la même, hein, tous les jours. On ne peut pas vous dire, là, notre diagnostic n'était pas bon parce que le chien était un peu fatigué. Hein. Donc il faut qu'on s'assure qu'on est capable de mettre les chiens dans de bonnes conditions pour qu'ils donnent un exercice constant. Et ça, c'est ce qu'on est en train de travailler. Et comme toute recherche clinique, rien n'est joué d'avance, même si l'animal est en capacité de le faire. Très bien. Et justement, vous rappeliez les grands préceptes qui encadrent une démarche de recherche scientifique, le fait qu'elle ne doit pas être faillible, justement, de par le biais animal. Je vous entendais, vous parliez aussi de sensibilité et de... Très bien. Comment faire, Nicolas? Alors là, ici. Sinon, je peux vous prêter mon micro. Non, on va s'en sortir, mais je vois pas de bouton vert, moi. Là. Ah, c'est un bouton. Merci Nicolas, désolé pour ce petit aléa technique. Oui, je vous demandais, donc vous disiez qu'effectivement le but c'est de prendre le temps de mener ces travaux de recherche de manière à ce qu'ils soient scientifiquement pertinents, bien sûr. Les notions de sensibilité et de spécificité des tests, alors c'est peut-être un petit peu technique, mais en même temps, comme vous me le disiez, dans ce contexte marqué par le Covid, où on est peut-être un petit peu plus sensible aux différentes recherches scientifiques, hein, sur le Covid, les gens sont peut-être un peu plus alertes aussi là-dessus. Peut-être que vous pouvez nous en dire plus. Qu'est-ce que la sensibilité et la spécificité des tests? Alors, je pense qu'on pourrait être plusieurs à en parler et bien en parler. La sensibilité, c'est la capacité d'un test à noter qu'il y a la maladie quand elle est réellement présente.
Et la spécificité, à l'inverse, la capacité du test à bien dire il n'y a pas de maladie, quand en effet il n'y en a pas. Ça donne un pourcentage et une qualité de test, le meilleur test étant un test qui a une bonne sensibilité et une bonne spécificité. Parce que si votre test met tout le temps que c'est positif, même quand c'est négatif, vous aurez plein de faux positifs, et à la rigueur, ça ne sert pas à grand chose. Voilà. Donc c'est ce qu'on cherche à avoir. Et vraiment, je pense qu'on a été en panique, hein, et c'est bien normal avec cette épidémie de Covid, ça nous embête encore, tout le monde aimerait avoir des réponses immédiates, on est dans une société qui aime bien l'immédiateté, c'est pas le tempo de la recherche. Et ce tempo, c'est pas pour embêter les gens, c'est pour assurer une sécurité aux personnes. Parce que des premiers résultats sur un faible nombre de patients peuvent être encourageants, peuvent être bons, mais après, il faut vérifier sur un grand nombre de patients, et c'est indispensable, que ces résultats se vérifient. On peut avoir des tendances très encourageantes qui finalement, sur un grand nombre de patients, pour tout un tas de raisons, parce qu'il y a tout un tas de biais dans la vie, ne vont pas s'avérer aussi bonnes in fine. Donc, pour sécuriser, parce que ça serait extrêmement dangereux de dire c'est encourageant, je vous donne ça, que ce soit un médicament, que ce soit un diagnostic, et après coup, faire une rétrospective et se rendre compte que non, c'était pas la bonne solution. Et alors, ça a été très chouette, enfin, attendez, j'allais dire ça a été très chouette cette épidémie, c'est vraiment nul. Hein. On comprend l'idée, ne vous inquiétez pas. Je veux dire, dans tout, il y a toute chose, bonheur et bon, voilà. Dans tout, il y a des éléments positifs. Oui. Et je pense qu'un intérêt à la recherche, à la mobilisation de tous ceux qui font de la clinique et de la recherche, un intérêt de la population par rapport à ça, c'est positif. Que tout le monde comprenne des notions de sensibilité et spécificité, ça, c'est positif. Ce qui est par contre négatif, c'était cette espèce d'engouement. Finalement, on nous a présenté des premières pistes de solutions qui pouvaient être bonnes et qui ont été confondues avec « ça marche ». Et ça, c'est extrêmement dangereux. Et comme après, on dit bah, finalement, non, peut-être que ça ne marche pas. Là, comme ça devient un message inaudible, incompréhensible et qui va trop vite, quelquefois, on se dit bah, c'est un complot, c'est que machin veut pas, machin veut pas. Ça s'est beaucoup entendu avec les chiens. Moi, je pense, honnêtement, maintenant, au départ, quand j'ai lancé l'idée de la détection par les chiens, ça faisait sourire. Mais je peux comprendre. Hein. C'était nouveau. Ça interpelle. Moi aussi, on me l'aurait dit avant, j'aurais moi-même souri de moi-même. Donc, ça ne me pose pas de souci. À partir du moment où on joue les jeux de la recherche clinique et de prendre le temps de faire une méthode qui permette des résultats fiables, il y a le respect de tout le monde. Je pense que ça ne vous dérange pas que je fasse la détection, que je tente la détection avec les chiens. Enfin... Donc, il n'y a pas de souci avec ça, mais il ne faut pas croire que si ça prend du temps, ou s'il y a des doutes, ou s'il y a des questions, ça soit quelque chose de négatif. C'est quelque chose de normal en recherche, en science, pour arriver à des résultats qui sécurisent tout le monde. Très bien, merci Isabelle Fromentin. Je pense qu'effectivement il était nécessaire de rappeler que la rigueur scientifique prévaut sur les intuitions, surtout ici à l'occasion de cette rencontre de l'Ordre national des infirmiers. Un dernier point, vous disiez que tous ces travaux de recherche pourraient mener donc à des pré-tests. Dans quel contexte pratique ces pré-tests pourraient s'appliquer dans des zones géographiques particulières peut-être, sur des populations en particulier? Nous, initialement, on a développé cette idée pour les pays à faible accès aux soins. Il y a beaucoup trop de personnes pour les quelques appareils de mammographie et on est très proche notamment de nos collègues africains et d'Amérique du Sud qui se heurtent à cette problématique. Donc l'idée c'était de se dire on fait un pré-test simple et c'est pour ça qu'on a choisi la détection transcutanée par la sueur parce que c'est très adaptable dans n'importe quelle population. Et si c'est positif, ben, on adresse les gens, les femmes,
vers la capitale et là où il y a un appareil éco-mammo qui permettra de voir où est la tumeur, comment et qu'est-ce qui peut être fait. Donc initialement, c'est ce qui a motivé le projet. Après, en France, ça peut avoir des applications pour tout un tas de personnes pour lesquelles c'est plus difficile d'aller se faire dépister. On pense aux personnes en situation de handicap, par exemple, qui ont quelquefois des difficultés. Alors à Paris, ça se gère, mais dans certaines villes, c'est plus difficile. Des personnes dans des milieux très ruraux ou tout simplement les femmes qui ne veulent pas prendre le temps ou à qui ça fait peur. Enfin, chacun a ses impératifs. Le constat, c'est qu'en France, environ 50% des femmes répondent au dépistage systématique qui est proposé. Alors attention, ça n'inclut pas les femmes qui d'elles-mêmes vont y aller via leur médecin traitant ou leur gynécologue. Il n'empêche que le taux de réponse, on l'aimerait plus fort, parce que comme vous l'avez dit au départ, plus ce dépistage est précoce, plus il y a des chances de succès des traitements et de survie. Donc il faut bosser là-dessus et imaginer quelque chose de simple et accessible pour tous. Voilà. Donc après, une fois qu'on a fait ce pré-test, s'il est positif, bon, d'abord on est en phase de recherche, il faut que ça marche. On a encore beaucoup de boulot. Et si un jour ça marche, que ça soit notre projet ou un autre qui va dans le même sens, ça permet de faire un pré-test simple et après d'orienter les femmes vers l'imagerie. Mais ça ne remplacera jamais l'imagerie. Hein. Si c'est positif, il faut des images, il faut une biopsie, il faut un traitement. En complément donc des dispositifs existants. Vous évoquez le taux justement de dépistage dans la population. Bon, j'imagine qu'on considère tous ici qu'il est forcément perfectible. Est-ce qu'on a une idée de où la France se place par rapport à ses voisins européens dans ce dépistage du cancer du sein? Alors, je pense qu'elle ne se place pas, pas très très bien, mais je pense que ma voisine saura mieux répondre à cette question que moi. Bon, on n'est pas en pole position, effectivement, donc des efforts à faire sur le dépistage. Comment je sais qu'on n'est pas en pole position, parce que la dernière publication, quand j'avais mis ce rationnel et pourquoi CADOG pouvait être intéressante, au moment de la preuve de concept, les pays nordiques ont dit écoutez, vous avez qu'à mieux éduquer les femmes pour qu'elles aillent plus faire des mammographies, parce que chez nous, le taux est beaucoup plus élevé. Alors, ok, c'est bien. Moi, mon job, c'est d'être infirmière. Donc c'est de trouver des solutions pour que les gens y aillent. C'est pas et bien sûr il faut éduquer et on nous rappelait au départ l'importance pour nous infirmiers de faire de la prévention, d'être incitatif et c'est dans ce sens-là aussi que ces projets de recherche sur le dépistage sont aussi importants. C'est que en attendant de mener les projets de recherche, tous on va parler de dépistage comme on le fait ce matin et ça c'est très important parce que c'est incitatif. Il faut en parler, il faut rappeler l'importance pour que chacun se souvienne, dans une vie un peu débordée et encore plus en ce moment, qu'il faut absolument aller se faire dépister parce que ça augmente les chances de survie et on a tous une famille, des enfants, des gens qu'on aime, alors il faut aller se faire dépister. Très bien, merci beaucoup Isabelle Fromentin. Vous l'évoquiez, hein, donc un contexte sanitaire très particulier. Je me tourne vers vous, Sandrine Boucher. On observe déjà des indicateurs peut-être quelque peu alarmants sur oui, tout à le fait. dépistage. Je rebondis, effectivement, c'est aujourd'hui, il faut le dire, il faut continuer à se faire dépister, Covid ou pas Covid, parce que finalement le risque de cancer va finir par devenir plus important que le risque de Covid. On a une diminution de l'ordre de plus de 10% des chirurgies du cancer du sein dans nos établissements. Alors les CLCC, donc vous avez 3 CLCC représentés ici du groupe Unicancer, représentent un tiers de la prise en charge des cancers du sein en France. Donc quand on a 10% de chirurgie en moins, on est significatif au niveau national. On a des établissements, ça monte jusqu'à 25% au mois de juillet dernier. Au mois de juillet dernier, donc on a des chiffres très importants, ce qui veut dire qu'on sait que le dépistage s'est arrêté, on sait que les femmes ont arrêté de se faire diagnostiquer, et malheureusement, aujourd'hui, on n'arrive pas à récupérer le retard. Donc je pense que s'il y a un message à donner aujourd'hui, c'est retournez vous faire dépister, retournez faire vos mammographies, parce que on le rappelle, un cancer qui est pris plus tard, c'est un cancer qui se soigne moins facilement et qui aura peut-être plus de séquelles.
Donc c'est important, il faut continuer, Covid ou pas Covid, il faut continuer à aller se faire dépister. Donc ça c'est majeur et c'est vraiment déjà dans les chiffres qu'on constate aujourd'hui. Il y a une baisse, alors il y a peut-être un petit retard de facturation, on va dire, de facturation, mais qui ne doit pas être si élevé que ça. Et donc on a vraiment un impact aujourd'hui en France majeur sur la baisse des chirurgies dans toutes les catégories d'établissements, que ce soit dans les établissements publics, dans les établissements privés, dans les CLCC. On a une baisse majeure de ce nombre de chirurgies pour cancer. Dans les CLCC, justement, oui. Je crois que vous l'avez quantifié, cette baisse en moyenne. Ouais. 11% au mois de juillet. Et pour être très honnête, on espérait un retour à la normale au mois de juin et qu'on n'a pas observé et on n'a pas récupéré le retard. Donc ça veut dire qu'on a un retard dans la prise en charge et que les délais de prise en charge s'allongent. Et dans le cancer, c'est rarement une bonne orientation et c'est valable aussi pour les autres cancers. Ouais, mais aujourd'hui, on va parler du cancer du sein pour Octobre Rose, mais c'est valable pour tous les cancers. Non, mais effectivement, oui, on en profite à l'hôpital public. Même crainte sur ces déprogrammations. Oui, alors c'est vrai que sur Saint-Antoine, nous, c'est plutôt des cancers digestifs, mais on a ce même retard. Et je pense qu'il y a aussi à Tenon, je n'ai pas les chiffres, mais pour les coloscopies, c'est pareil. Avec des fois, tout a été arrêté, avec 6 mois de décalage, pas de dépistage, mais aussi de surveillance, une fois le cancer traité aussi, qui est important. Et je dois dire que ce n'est pas que de la déprogrammation, donc ce n'est pas que de l'activité qui est déprogrammée par les hôpitaux, c'est aussi des patients qui ne rentrent pas dans le circuit de soins, donc des patients qui ne font pas leur dépistage. C'est juste qui ont peur de venir, qui craignent de venir, et là on a un rôle très important de les rassurer, de les appeler et de leur dire de venir se faire dépister. Il y a toute une partie des patients qu'on ne connaît pas. Alors les patients qu'on connaît, qui sont déjà suivis dans nos établissements, on arrive tant bien que mal à continuer les traitements, mais c'est tous les patients qu'on ne connaît pas, qui ne sont jamais venus, ces nouveaux patients, c'est ceux-là ces patients-là, ils doivent revenir dans la chaîne de soins. Sinon, c'est effectivement peut-être ce message en particulier que vous souhaitez passer, c'est-à-dire que ces patients-là, tout part du dépistage finalement, et que cette baisse des programmations de soins serait due en partie en tout cas à des faiblesses et des carences dans le dépistage. Tout commence par leur suivi régulier et bien appliqué, le suivi, les mammographies tous les 2 ans, et c'est pas pour rien. Et c'est vrai que l'INCa, le chiffre indique la mise en œuvre du dépistage organisé, ça a permis de réduire la mortalité par cancer du sein de l'ordre de 15 à 20%. Donc il y a des chiffres, on le sait, il faut continuer à se faire dépister, il ne faut pas rallonger. Et malheureusement, ce qu'on voit, c'est aujourd'hui que ce n'est pas suivi et qu'il y a un allongement de ces délais. Et donc, il faut reprendre. Parce que 3 mois, bon, ça va. Mais si on a une vague 2, là, on va commencer à rentrer dans des délais qui sont trop longs. Oui, très bien. Donc, un mois d'Octobre Rose 2020 d'autant plus important. Sandrine Boucher, le dépistage, effectivement, c'est une chose très importante. On a aussi donc la prise en charge des patientes atteintes du cancer. Et dans cette prise en charge, on voit que le rôle des infirmiers est en train d'évoluer. Qu'est-ce qui explique cela, cette évolution du rôle des infirmiers dans la prise en charge des cancers du sein? Je vais faire un rapide panorama, puis après je laisserai mes collègues s'exprimer encore mieux que je peux le faire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la prise en charge du cancer, on a une réduction du temps passé à l'hôpital. Alors pour plusieurs raisons. Déjà, on essaye, nous, de réduire la durée des séjours. Alors, pour effectivement des raisons économiques, mais pas que des raisons économiques, pour aussi le bien-être et la qualité de vie de nos patients et la qualité de la prise en charge. Mais du coup, on a et aussi, c'est ce que je vous disais en préparant cette intervention, le développement de tout ce qui est thérapie orale. Donc c'est vrai qu'on a des patients qui passent de moins en moins de temps à l'hôpital et qui sont de plus en plus souvent chez eux. Et ce qui est très bien, mais qui nécessite une coordination plus forte entre l'équipe hospitalière, l'équipe de ville et le patient. Et c'est là où le rôle de l'infirmière devient de plus en plus important, c'est sur cette coordination. Et effectivement, il y a tout un rôle d'information. Alors là, on va en parler de promotion du dépistage, parce que malheureusement, c'est pas parce qu'on a un premier cancer qu'on n'aura pas de deuxième cancer. Deuxième cancer, de sécurisation de la prise en charge à domicile. Il faut que le patient se sente chez lui aussi sécurisé que s'il était à l'hôpital, pour qu'il accepte aussi de se faire traiter au plus près de chez lui, voire chez lui.
Donc ça, c'est un rôle de plus en plus fort de l'infirmière, et évidemment cette coordination de tous les acteurs de la prise en charge, parce qu'en cancéro, les acteurs sont nombreux. Alors c'est vrai, il y a le médecin traitant, il y a l'oncologue, il y a l'équipe soignante, là, il y a les acteurs de soins de support qui peuvent être à l'hôpital, mais aussi en ville. Il y a le pharmacien d'officine. Enfin, il y a une multiplicité d'acteurs autour du patient qu'il faut coordonner. Et ça, c'est un rôle, je dirais, de plus en plus prégnant dans le rôle des infirmières. Et je pense que mes collègues pourront en parler encore mieux que moi. Mais juste une minute, parce que vous parliez justement de ce mouvement de fond, hein, donc plus de prise en charge à domicile. Ce mouvement, il est dicté par différentes dynamiques, notamment économiques. Est-ce qu'on a un impact aussi sur la qualité de la prise en charge pour les patientes, sur le confort de la prise en charge des patientes? Oui, bah, c'est vrai que pour une patiente, être prise en charge à domicile dans des conditions où la patiente estime qu'elle est aussi sécurisée qu'à l'hôpital, ça doit rester un choix, hein. Mais si elle le choisit et qu'elle le préfère, effectivement, c'est plus confortable. De réduire les durées de séjour, on le sait que ça améliore la qualité pour nos patientes, hein. C'est moins d'exposition au risque d'infection nosocomiale, tout ça on l'a démontré. Alors c'est vrai que ça peut paraître très économique, et je ne dis pas qu'il n'y a pas une démarche économique et un besoin de nos établissements de générer de l'efficience et en permanence. C'est vrai, un petit peu tendu, vous l'aurez constaté dans les débats ces derniers temps. Mais c'est aussi une qualité de vie, c'est moins de transport si on arrive à faire une prise en charge plus près de chez lui. C'est pas que des raisons économiques, c'est aussi pour la qualité de vie de nos patients. Très bien. Et Eliane Dubois, je me tourne vers vous. Vous exercez donc au Centre de lutte contre le cancer de Dijon, et vous réalisez des consultations d'annonces. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, on réalise des consultations d'annonces justement dans ce dispositif d'annonce où le médecin va poser le diagnostic, va proposer une thérapeutique adaptée, personnalisée. Et dans le cadre d'une chirurgie, on peut les voir en consultation, surtout quand il s'agit de chirurgie radicale. On les voit en consultation pour leur expliquer comment se passe ce type de chirurgie et les solutions de compensation qui existent après. Ça leur donne des repères pour mieux appréhender cette chirurgie qui est quand même très importante, très mutilante et très traumatisante. Et d'un autre côté, à partir du moment où il faut faire de la chimiothérapie, elle voit l'oncologue et ensuite nous on intervient où on va leur parler d'une journée de chimiothérapie, comment ça se déroule. Et ensuite, entre deux cures de chimiothérapie, ce qu'il peut arriver et comment y faire face. Donc notre rôle, c'est de sécuriser un maximum la patiente, sécuriser aussi l'avancée, le déroulement des soins et enlever beaucoup d'angoisses qui sont liées à ces traitements qui sont lourds. Elles sont quand même parties pour quelquefois jusqu'à 1 an de traitement. Donc à nous d'emblée de leur donner la bonne boîte à outils, je dirais, pour qu'elles puissent se prendre en charge de façon optimale et que ça se passe le mieux possible pour elles. D'accord, donc un rôle infirmier très porté sur les connaissances cliniques, les connaissances du parcours de soins. Tout à fait, ça c'est extrêmement important, oui. Et la coordination. Et la coordination, pas tellement de coordination, mais disons que notre rôle aussi fait un point d'accroche dans tout cet univers de soins de support. On a un maillon supplémentaire par rapport à tout ce qui existe aujourd'hui et qui est très très intéressant. Donc toujours leur rappeler le traitement, mais également pas oublier de faire des mammographies régulièrement, et puis qu'elles s'aiment aussi, qu'on donne un bon discours, et puis qu'elles s'aiment l'information dans leur entourage, puisqu'on est quand même on côtoie beaucoup de femmes qui ont des travails féminins et qui côtoient aussi d'autres femmes, et l'important c'est qu'elles se cooptent ensemble. C'est je crois que c'est le meilleur message de dépistage qu'on peut leur... Si elles nous entendent, si on a un bon discours,
on va enlever des craintes par rapport à tous ces examens. Alors après, il y a des projets de recherche qui peuvent peut-être enlever des freins à ce dépistage qui n'est pas toujours fait d'une façon optimale en France en tout cas. Mais l'important, c'est de semer quelque chose. Après, ça germe pas, ça c'est pas de notre... c'est mieux quand ça germe, c'est vrai. Mais nous, on est là toujours pour rappeler les bonnes pratiques. Très bien. Y compris dans le dépistage. Même si on est beaucoup en institution dans le curatif, dans les traitements aigus, il ne faut pas oublier qu'il y a un début à tout ça et que si on détecte très très rapidement les tumeurs de petite taille, on peut arriver à guérir des femmes. Et ça, c'est un message qu'on peut faire passer. Les médecins utilisent le mot guérison de plus en plus. Donc ça va aussi permettre de diminuer ces angoisses par rapport au dépistage. Je pense que c'est des freins qui vont diminuer. Après, ce sont des convictions, ce sont des croyances, mais nous, on est là aussi pour toujours ramener dans des bonnes pratiques. Ça, donc, même dans un contexte finalement curatif, on n'oublie pas le préventif Toujours, et on est toujours sur le dialogue et la prévention. Toujours. Ça, c'est pour les patientes, quand on les voit en consultation, et aussi au niveau de nos collègues infirmières, avec, par rapport à la FIC, justement, des journées de formation où le dépistage fait partie de la formation. Peut-être que vous pouvez nous en dire plus justement sur l'AFIC. Je rappelle que vous êtes trésorière de l'Association française des infirmières en cancérologie. L'Association française des infirmières de cancérologie, c'est une association qui a été créée en 1981 et qui a pour souci de promouvoir la formation des infirmières, donc faire un apport de connaissances régulier, être ressource documentaire, et puis valoriser des initiatives, des projets, comme des projets de recherche, où on octroie aussi des bourses pour des participations à des congrès, que les institutions ne peuvent pas toujours financer. Et en même temps, on a une bourse de recherche en soins infirmiers, en cancérologie. Et comme le disait très très bien Isabelle tout à l'heure, ce sont des projets qui sont très très longs dans le temps, qui sont chronophages, mais aussi qui sont financièrement coûteux. Donc on apporte aussi notre contribution parce qu'on veut que ces projets prennent vie et ça met en valeur le travail des infirmières. Je vais juste renforcer, je pense que c'est important quand on exerce en oncologie, d'avoir une vision globale. Alors moi, modestement, je suis juste adhérente à l'AFIC, Anne aussi, et je pense que c'est important parce que ça va nous réunir, il y a des éléments de formation, il y a une revue, et ça nous permet aussi, à des moments, d'avoir des points de rencontre et d'avoir une attache commune, quel que soit là où on exerce, quel que soit le type de structure, que ce soit dans un centre de lutte contre le cancer ou à l'assistance publique, parce que notre point commun, il est là, il est d'être infirmière en oncologie, et qu'il y a un moment où il faut bien se retrouver, échanger, se former toujours, justement, pour remplir cette mission auprès des patients, que ce soit en prévention, très important, et en curatif, et aussi dans l'après-cancer, et qu'à chaque fois, l'AFIC réunit des compétences qui permet de pouvoir se former à toutes ces étapes, quand c'est pas exactement... voilà, quelquefois on exerce comme tout le monde, hein, dans un secteur, même si on est en oncologie, on connaît un petit peu moins bien ce qui se fait à côté. Ben là, ça permet, l'AFIC permet de nous réunir, et je pense que c'est important, notamment avec le développement de toutes ces professions, l'infirmière de coordination, l'IPA, on va en reparler, la recherche, de se retrouver autour et d'adhérer à ces sociétés savantes, que ça soit là en oncologie ou dans d'autres disciplines. Alors c'est pas encore une société savante, mais j'espère que ça le sera. Pour l'instant c'est une association, mais c'est important de se retrouver. Voilà, donc ça c'était mon militantisme pour dire aux infirmières, adhérer pour apprendre. Moi je suis modestement adhérente à l'AFIC, mais je remercie de tout ce qu'ils font.
Ouais, je pense qu'on parle du décloisonnement ville-hôpital, mais il faut aussi parler du décloisonnement entre soignants et justement de pouvoir coordonner et échanger parce que voilà, moi je suis aussi en pleine cicatrisation, donc j'échange beaucoup avec l'Institut Curie et l'équipe et je pense qu'on a à se former entre nous et à se passer des bons messages. Et la FIC peut y contribuer, donc le message est passé. Complètement. Et ces journées de rencontre, justement, ce qui est important, c'est d'échanger sur des pratiques différentes d'un secteur à l'autre et qui peut faire justement stimuler quelque chose entre professionnels de santé en cancérologie. Et les infirmières libérales également participent à ces journées. Et comme on le voit de plus en plus, les patientes sont traitées de moins en moins longtemps à l'hôpital, donc on a moins de temps pour faire passer des messages. Donc ces messages, il faut les relayer autrement. Et ces messages, ils sont relayés par les infirmières libérales. Et comme elles participent aussi à ces journées de formation, elles ont l'information en cancérologie, les dernières actualités et les dernières... voilà, elles sont au top de ce qui se fait et peuvent relayer l'information sans souci. Et je vous en prie, Isabelle Fromentin. Je parle beaucoup. Hein. Non, mais vous avez raison. C'est le matin et c'est vendredi. Et je pense que ces associations sont aussi, ou sociétés savantes, sont aussi importantes. Parce qu'en ce moment, c'est difficile. Hein. Je veux dire, on se réunit ce matin, on est content d'être là, mais ces périodes sont difficiles et pour nos patients et pour nous-mêmes. Et quelquefois, on est un petit peu morose. Et ce qui est chouette dans ce type d'association, c'est de voir tout ce qui est fait. Tout ce qui est fait, toutes les nouveautés, être au courant aussi, parler de recherche, mais plus globalement d'initiatives, d'innovation, de tous ces nouveaux métiers. On n'a pas le temps, quelquefois, de voir tous ces éléments positifs et tous ces développements. Et se réunir permet aussi d'être un peu moins morose, parce que permet de voir aussi toutes les infirmières en oncologie. Alors, je ne doute pas dans d'autres secteurs, mais je les connais moins bien. Je connais en cicatrisation et c'est la même chose. Les infirmières sont très proactives et font des très belles choses et s'inscrivent à toutes les étapes du parcours avec quelquefois beaucoup d'ingéniosité ou juste l'envie de bien faire. Ça nous permet aussi de rééchanger parce qu'on parle recherche et innovation, mais on parle quelquefois trop peu de soins. Et à la FIC, moi, j'ai assisté à des ateliers où on revient sur nos soins de tous les jours, mais qui sont ô combien importants, parce que la recherche-innovation, ça n'a pas de sens si le soin, il n'est pas central, s'il n'est pas bien fait, si on n'améliore pas non plus sans cesse notre pratique, notre cœur de métier. Notre cœur de métier, c'est le soin, c'est le patient. Il faut que ce soin soit bien fait. Tout le reste est un non-sens et des initiatives en plus, et j'inclus la recherche dans laquelle je suis très inscrite. Moi, la recherche, ça n'a pas de sens si le soin est mal fait. Et d'où l'intérêt pour moi de continuer à faire du soin, sinon je ne serais pas pertinente en recherche. Et justement, à la FIC, ce qui est agréable, c'est qu'on va parler recherche, innovation, nouveaux métiers et tout le dynamisme de tout le monde, mais on revient aussi, et il y a des ateliers sur des soins, sur le bain de bouche en oncologie, c'est un vrai sujet, ou sur d'autres soins de base qu'on a besoin de faire toujours de façon optimum et qui ne sont pas des activités de notre métier, mais qui sont centrales ou centraux, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, qui sont notre cœur de métier. Très bien, effectivement, on comprend bien l'objectif. Après, c'est le soin, c'est la prise en charge des patients, c'est pas la recherche pour la recherche. Et si je peux me permettre, si ces associations comme la FIC ont des bénéfices pour les infirmiers, pour les infirmières, notamment sur le partage des bonnes pratiques et la recherche, elles ont aussi des bénéfices sur la perception de la profession infirmière, parce qu'on voit que les infirmiers, les infirmières ont une vraie appétence justement sur l'amélioration continue des pratiques et sur les travaux de recherche. Les travaux de recherche, Éliane Dubois, vous travaillez justement, vous participez à une étude sur les différentes toxicités liées au cancer. Vous pouvez nous en dire plus? Alors, parallèlement à cette... Il faut rappuyer sur le bouton central. Voilà. Parallèlement à cette fonction de consultation d'annonce, en tout cas, je vous remercie de parler de la FIC comme ça, parce que vous êtes les prosélytes de quelque chose qui... et en tout cas, en oncologie, on est toujours, comme je dis, en avant-garde de quelque chose. Et donc, la FIC suit ce mouvement-là également. Et la FIC est centrée sur le patient.
Donc ça change un petit peu aussi la physionomie de du message qu'on peut faire passer. Voilà, on est toujours centré sur la qualité des soins, certes, la protection du personnel et puis la protection des patients. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Alors moi, dans ma pratique, je suis dédiée au suivi d'une étude de recherche, d'une étude de cohorte, l'étude Canto. Vous connaissez, faite par Unicancer, qui a commencé en 2012. Et je suis des patientes pendant 5 ans, une fois par an, une fois leur traitement terminé. Et on va regarder, on va collecter toutes les observations qu'elles peuvent nous donner dans 3 axes différents. D'un point de vue biologique, on réalise des prélèvements sanguins. D'un axe psychosocial, avec des questionnaires de qualité de vie. Et puis un examen clinique où on a des grilles d'évaluation, où on regarde toutes les séquelles qui peuvent subvenir suite au traitement, en les gradant. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est tout à fait nouveau dans nos rôles au quotidien. C'est grader les toxicités comme le font de la même façon les médecins dans leur pratique. Et donc là, on observe que les patientes adhèrent à cette étude parce que justement, il y a un suivi. Et le message aussi, il va être très fort dans la mesure où si on instaure un suivi post-traitement, comme on peut le faire en pré-traitement, je pense qu'on aura une meilleure qualité de vie et les patientes pourront, y compris, assurer un suivi par des mammographies ou tout type d'examen complémentaire. Donc les consultations post-traitement, comme elles existent en pré-traitement dans le dispositif d'annonce, ce serait vraiment top. Et les patientes le disent, parce qu'elles disent on est mieux soigné, alors qu'en fait, elles nous apportent beaucoup d'informations que nous, on va utiliser, qu'on va analyser. Donc on ne leur fait pas de soins en soi. Mais par contre, elles sont entendues, on tient compte de ce qu'elles disent. Et on peut aussi les réorienter vers les soins de support. Parce qu'on y pense très très bien, justement, quand on débute un traitement aigu. Et après, les traitements terminés, les patientes rentrent reprennent leur vie, je dirais, normale, entre guillemets, mais disons, se réinscrivent dans un cursus qui fait que elles peuvent avoir des séquelles qui peuvent être importantes, invalidantes, et les ressources thérapeutiques pour toutes ces séquelles ne sont pas toujours bien connues. Donc notre rôle, justement, c'est de leur dire, voilà, vous avez ça, peut-être que vous pourriez les orienter. On aimerait bien vous voir en diététique ou en l'activité physique adaptée ou au service social pour des problèmes de travail à temps partiel ou pas reprise de travail du tout. Donc nous, on est là aussi pour remettre les choses au bon endroit. Et ça, elles y sont vraiment très sensibles. Et en même temps, parler du dépistage aussi, parler de tout ça, de tout, pas d'en parler mais les sensibiliser en tout cas pour qu'elles ne s'oublient pas. Ça peut être des soins de support, vous dites, donc post-traitement, ça peut être plusieurs semaines, plusieurs mois après... Plusieurs années, sans limite de temps en fait, c'est ça qui est important. On y pense bien quand on est en traitement aigu, et après on oublie. On oublie tout simplement parce que la vie reprend son cours, parce qu'il y a d'autres objectifs de vie, d'autres impératifs, d'autres contraintes qui font qu'on s'oublie un petit peu, enfin, les femmes s'oublient un petit peu. Et là, nous, on est là pour leur dire, vous pourriez bénéficier de tel ou tel... Très bien. On nous réoriente. Merci beaucoup. C'est peut-être aussi ça, la prise en charge globale du patient dont on parle beaucoup. C'est effectivement aussi dans le temps, pré-opération, pré-traitement, mais aussi dans la durée. Ouais. Très bien. On parle effectivement de l'évolution du rôle des infirmiers dans la prise en charge du cancer du sein. Christelle Galvez, je me tourne vers vous. Vous êtes directrice des soins infirmiers au sein du centre de lutte contre le cancer Léon Bérard à Lyon. Vous observez effectivement une évolution du rôle des infirmiers dans la prise en charge du cancer du sein notamment ?
Ah oui, clairement. Ça fait 7 ans maintenant que je suis au Centre de lutte contre le cancer à Lyon, que j'ai la chance d'y être directrice des soins et de me lever chaque matin pour prendre soin de mes soignants et des soignants pour qu'ils puissent prendre soin des patients et de partager des valeurs et partager une volonté de prendre le patient en globalité, pas que le patient, sa famille, ses aidants, et de limiter l'impact de ce cancer dans sa vie, et de l'accompagner aussi jusqu'à la guérison, de l'accompagner aussi dans des moments où justement l'après-cancer, comment reprendre la vie. Et depuis 7 ans, j'ai pu voir aussi comment les soignants, alors les infirmiers aujourd'hui, mais je trouve aussi les aides-soignants, les différents paramédicaux, mais les infirmiers, à quel point ils s'inscrivent et ils ont des idées, des envies de faire mieux à chaque instant. Et dès qu'on commence à parler de parcours de soins, les infirmiers sont très sensibles à ce qui va, tous les à côté du traitement. Tout l'impact que ça a sur le couple, l'impact que ça a sur les enfants ou la fratrie quand on est en pédiatrie oncologique, l'impact que ça a dans les études, le travail. Il y a une sensibilité, puisque quand un soignant, une infirmière est seule dans la chambre avec un patient ou seule en consultation, il se passe un moment singulier et il y a un supplément d'âme chez ces soignants qui font qu'ils vont créer un lien de confiance, créer un lien qui familier, ou en tout cas qui fait qu'il y a quelque chose qui se passe, qui permet que la parole se libère, on partage des situations de vie, et qu'on commence à envelopper le patient et le patient nous englobe dans son équipe à ce moment-là. Et l'infirmier fait partie intégrante de l'équipe que le patient va choisir pour mettre à côté de lui tout au long de sa prise en charge. Et c'est vrai qu'en 7 ans, on a de ce fait développé des métiers dans le soin de coordination. Effectivement, comme vous l'avez très bien dit, lors de l'annonce du diagnostic et l'accompagnement du diagnostic, mais tout au long, entre chaque moment où on va passer de la chirurgie, mais après on va parler radiothérapie, chimiothérapie, et il y a des laps de temps où il ne faut pas lâcher le patient, pas lâcher quelque part le coaching, le suivi, et c'est vrai que rien de tel que découvrir des infirmiers aussi passionnés, engagés, à être vigilants à chaque instant des vrais tours de contrôle, du plan de vol de cette prise en charge de parcours. Et notamment donc, dans ces temps morts du parcours de soins, finalement. Exactement. Et c'est vraiment là où on s'est rendu compte qu'on devait pister, qu'on ne perde pas de temps, qu'il y a tellement d'intervenants différents, effectivement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, qu'il faut parfois des gardiens du temple du temps. Et les soignants savent très bien faire ça de manière très intuitive. Et c'est là où moi, mon rôle est de les écouter et d'aller faire le lien entre les autres acteurs, comme les systèmes d'info, pour pouvoir leur permettre d'avoir les outils les plus modernes pour qu'ils puissent garder le temps le plus précieux auprès du patient. Parce que sinon, on va très vite avoir des dérives par plein d'outils divers et variés, qui sont faits de manière artisanale, mais par la bonne volonté, mais qui vont faire perdre du temps au lit du patient ou au pied avec le patient. Donc ça, c'est aussi mon rôle d'écouter ça et de sentir, parce que les infirmiers sont ingénieux et trouvent des trucs et astuces toujours les plus intéressants. Mais malheureusement, ils n'ont pas accès à l'information, comme quoi on peut mettre un système d'info à ce moment-là, on peut ressortir de la donnée, on peut travailler sur toutes les datas qui sont rentrées et valoriser aussi les soignants à travers tout ce qu'ils écrivent, parce qu'ils sont force d'implication en termes de raconter l'histoire, raconter plein de choses, toutes les informations qu'ont données le patient. Et quand on va aller sur de la recherche, toutes les données, les datas qui sont rentrées par les soignants, on a malheureusement trop soumis la transmission ciblée de manière très ciblée, et de ce fait on y perdait de la donnée qui était très intéressante justement sur les toxicités, et vous avez tout à fait, je vous rejoins sur l'analyse des toxicités, puisqu'on voit bien qu'on nourrit après la recherche et on valorise le métier de ces infirmiers qui enveloppent le parcours de soins aussi par le biais de la recherche.
Donc il y a un vrai changement en cours, parce qu'on se rend compte à quel point les infirmiers sont des coéquipiers du patient, mais aussi du corps médical. Et on est en train de vraiment monter une équipe entre les médecins, les infirmiers, les différents acteurs autour du soin. Et c'est vraiment une coopération avec le patient, entre eux aussi ceux de ville, et les infirmiers de ville sont, et ça c'était ma découverte ces 2 dernières années, vraiment à quel point les infirmiers de ville sont hyper impliqués et peut-être un peu moins visibles. Et justement, vous allez nous en parler, vous le disiez, les infirmiers sont ingénieux. Les infirmiers sont aussi partie prenante de projets expérimentaux, notamment au titre de l'article 51. Vous, au sein de votre CLCC, plusieurs projets expérimentaux en cours? Ah oui, on n'arrête pas. C'est une bonne nouvelle. C'est ça qu'il faut aussi mesurer pour ne pas épuiser les professionnels de santé qui sont toujours partants pour des nouvelles choses, mais qu'il faut que ça garde du sens et que on puisse raconter l'histoire et qu'on puisse les mener, effectivement, pour pas qu'on puisse s'épuiser et lancer plein de projets et ne plus voir la suite des projets. Donc effectivement, on a sanctuarisé 2 grands projets et on a pris le temps de formaliser ces projets expérimentaux pour valoriser un financement aussi au parcours de soins. En tant que directrice des soins, vous imaginez bien que je suis de près le nombre de professionnels qui sont sous ma responsabilité, aujourd'hui de 800 à peu près, mais en tout cas c'est aussi une certaine charge financière. Et que vous imaginez bien qu'à chaque création de poste, c'est quelque chose qui est important à imaginer, et que les métiers qui sont autour du parcours de soins, comme les infirmières de coordination, les infirmières d'annonce, les infirmières de support, de soins de support, eh bien aujourd'hui, elles ne sont pas intégrées dans un financement de la T2A, la fameuse T2A, la tarification à l'activité, parce que nos infirmiers, dans les établissements de santé, n'ont pas une reconnaissance en termes de soins d'activité. Ils ne peuvent être que valorisés parfois dans des bilans complexes ou des choses comme ça. Donc ce questionnement de ces cinquantaines d'infirmières transverses qui agissent au quotidien au centre répondent à un réel besoin des patients, mais n'ont aucune source de financement. Et ça a été vraiment un engagement de taille pour pouvoir se dire mais comment le valoriser. Et c'est vrai que nous avons sauté à pieds joints sur l'idée de l'article 51. C'est une innovation. Le ministère a proposé qu'on écrive des projets qui sortent du cadre habituel, avec des paiements dérogatoires, des choses qui n'existent pas. Et donc on a imaginé avec les soignants, avec les médecins, les contraintes des médecins, un parcours qui pourrait permettre de valoriser aussi bien l'action des infirmiers tout au long du parcours dans l'hôpital, mais aussi des infirmiers libéraux à domicile, sur des actions d'éducation thérapeutique, justement de prévention, à domicile, sur les effets secondaires, sur la toxicité, mais aussi sur les actes de prévention. Donc là, plus spécifiquement, c'est l'immunothérapie, le traitement d'immunothérapie. J'ai pu découvrir, en arrivant dans le centre, il y a 7 ans, c'était quelque chose d'innovant, c'était un nouveau traitement, et on a laissé les médecins, en tout cas moi, personnellement, j'ai laissé les médecins piloter le parcours des patients sous immunothérapie, parce que c'est des prises en charge en hôpital de jour, c'est des prises en charge qui n'étaient pas très nombreuses au début, et j'ai laissé le corps médical expérimenter ce traitement. Et puis, au fur et à mesure, j'ai pris conscience de leurs contraintes, de leurs problématiques, puisque, étant donné que c'était un traitement nouveau, ils étaient très seuls à piloter cette thérapeutique, et les effets secondaires qui en étaient en lien. Et malheureusement, ils n'arrivaient pas à se coordonner avec les médecins traitants. Et le médecin oncologue référent devenait le médecin traitant de ce patient et le suivait, et se retrouvait pendant des années et des années à le suivre toutes les 3 semaines avec un traitement et des effets secondaires qui pouvaient amener jusqu'à la mort des patients, malheureusement. Avec vraiment des médecins très touchés dans leur profession, du fait de perdre des patients, du fait d'un traitement qui pourrait sauver les patients, mais qui parfois les met en difficulté. Donc en échangeant avec ces médecins, et c'est justement tout l'enjeu de métier des infirmiers aujourd'hui, c'est d'être aux côtés des médecins pour entendre les contraintes de chacun et mettre en place un parcours qui soit coordonné ensemble et collaboratif. Et donc on a imaginé que les infirmiers de coordination, d'annonce, allaient suivre ces patients pendant les 6 premiers mois,
organiser l'éducation thérapeutique à domicile avec des infirmières libérales qu'on a formées, avec le réseau de cancérologie, à l'éducation thérapeutique mais à l'immunothérapie, et qui vont pouvoir, on a imaginé une nomenclature innovante de 50 € par atelier d'éducation thérapeutique à domicile, qu'on va avoir en financement, puisqu'on va être financé au parcours par l'État. On n'est plus sur la tarification, mais sur 6 mois. On a imaginé un tarif les 6 premiers mois, puis les 6 mois d'après, c'est une prise en charge à domicile de l'immunothérapie, en faisant venir le moins souvent le patient à l'hôpital, pour lui éviter des temps d'attente, des temps de transport. Alors que l'immunothérapie, c'est 30 minutes, 45 minutes, avec un effet secondaire immédiat. Pas du tout comme la chimiothérapie, au contraire, mais par contre qui nécessite un vrai travail avec le patient, avec ses infirmiers, avec ses aidants, de détection des effets secondaires. Voilà. Et puis aussi un travail donc, sur le lien ville-hôpital. Je crois que vous travaillez avec notamment les infirmiers libéraux. Toujours l'idée de décloisonner effectivement ces différents univers, l'hôpital, l'établissement de santé d'une part, et puis la prise en charge à domicile. Ah, c'est passionnant. En fait, je ne pensais pas qu'il y avait un univers à ce point-là aussi fourni. En tout cas, dans notre région, c'est 14 000 infirmières libérales qui travaillent auprès des patients. Nous, on en a à peu près, en faisant le recensement, on s'est rendu compte qu'on travaillait à peu près avec 7 000 d'entre elles chaque année. Et on s'est à ce moment-là rendu compte à quel point il fallait qu'on leur donne, justement, vous avez raison, de la connaissance, mais aussi de l'information sur le patient, les systèmes d'infos qui puissent permettre aussi bien... ce qui était très spécial, c'est que en tant que directrice des soins, forcément, j'ai des données de direction, qu'il faut qu'il y ait la lettre de sortie du patient, soit bien transmise au médecin traitant. Mais en parlant avec les infirmières libérales, elle me dit, mais pourquoi c'est pas le médecin traitant qui va être là, la sortie du patient, c'est pas le médecin traitant qui va être là quand va y avoir la pique fébrile, post-chimiothérapie, c'est moi qui vais être appelée. Et je n'ai aucune information sur la chimiothérapie que vous avez, quel type de chimiothérapie vous avez, comment était la voie veineuse qui était chez vous, le PICC line ou le PAC. Et donc, on a commencé à essayer d'identifier quelles étaient les parties prenantes en ville. Et là, j'ai découvert l'URPS des infirmiers libéraux, avec qui je rencontre, je pense, toutes les 15 jours. J'ai mis en lien mes managers, les infirmiers. Il y a des rencontres, on développe ensemble les ateliers d'éducation thérapeutique, on imagine des outils d'éducation thérapeutique beaucoup plus en ligne, portatifs, à domicile. Et en fait, c'est un univers, je pense que l'équipe 2.0, c'est aussi l'équipe qui dépasse l'hôpital et qui fait sens pour les soignants, en fait. Peut-être justement pour bien comprendre cet enjeu du renforcement du lien établissement et santé de ville, rappelez que à l'échelle de votre établissement, en tout cas, la file active est en croissance constante. Exactement. Et ça s'explique notamment parce qu'on soigne de mieux en mieux le cancer. Heureusement, vous pouvez nous en dire plus ? Oui, c'est vrai, en fait, c'est quand même assez mathématique. On a 35 000 patients là, en moyenne. Enfin, quand je suis arrivée, on en avait 25 000, on en a 35 000. Chaque année, on en a 5%, à peu près plus. Nos patients, heureusement, vivent mieux, plus longtemps. Donc la file active ne va pas... chaque année, on a toujours plus de nouveaux patients, plus de nouveaux cas. C'est ce qu'on... Aussi, malheureusement, avec le cancer, on a toujours autant de nouveaux patients qui sont diagnostiqués. Et encore aujourd'hui, on vous demande de vous diagnostiquer. Et on voit bien à quel point le dépistage est important. Mais on n'a pas plus de lits. On n'a pas plus de soignants. On ne double pas de 5% le nombre de soignants chaque année. Mais pourtant, on a 5% de plus de patients chaque année. Et avec la tarification à l'activité, on a 2% de chiffre d'affaires. Donc il faut bien inventer une tarification qui est toute nouvelle, parce que sinon, on ne va jamais pouvoir soigner tous ces patients à qui on dit d'aller se dépister. Donc il fallait imaginer sur notre écosystème, comment on allait pouvoir prendre en charge ces nouveaux patients, mais en répondant à des contraintes qui sont aussi malheureusement effectivement financières, mais aussi à géométrie pas variable. Nos lits sont vraiment comptés, nos places, nos mètres carrés sont comptés. À Paris, n'en parlons pas, à Lyon, n'en parlons pas. Enfin, donc il a fallu imaginer, mais l'hôpital peut être à la maison. Et en fait, il y a des soins, il y a des acteurs hyper investis. Le pharmacien d'officine, on ne se rend pas compte à quel point il est investi, à quel point on peut lui donner de la donnée qui puisse lui permettre de soigner aussi, d'apporter son savoir-faire. L'infirmier libéral, il est passionné et passionnant quand il a de la donnée, de l'information, il est partie prenante, c'est un acteur clé. Et on doit partager, nous, l'hôpital,
la connaissance. On doit partager avec la ville, avec les acteurs tout autour du patient, la famille, tout ça. Donc ça permettra de continuer à avoir nos 40 000, 50 000 patients sans être sous l'eau. De continuer effectivement à avoir cette file active croître, ce qui constitue en soi, bien sûr, plutôt une bonne nouvelle, en tout cas sur les taux de guérison du cancer. Juste une dernière question, ces expérimentations donc, menées à l'échelle locale, ces innovations dans l'offre de soins, on pourrait les voir se déployer à l'échelle nationale? C'est des sources d'inspiration aussi pour le système de santé au niveau... C'est tout l'enjeu d'avoir répondu à l'article 51, c'est qu'on est soutenu nationalement. On est soutenu par une entité nationale. Et on est soutenu, on va être évalué par 2 experts, consultants, des universités. Il y a un cahier des charges d'évaluation très important. Et l'idée, c'est que ce soit essaimable. Duplicable, peut-être pas, mais essaimable. Et le terme essaimer me parle mieux. Donc pas imposer un modèle unique à l'échelle nationale, mais faire en sorte que ça puisse être répliqué. Ouais. Une culture qui s'approprie. Peut-être sortir d'un cloisonnement hospitalisation à domicile, qui est encore très cloisonné par des règles un peu obsolètes, et qui permettrait d'arriver plutôt dans un domaine plutôt du soin à domicile, et qui est un peu moins cloisonné, et qui permettrait aussi de... Mais il faut repenser le paiement à l'hôpital, parce que si on veut penser dehors, si on veut penser maintien à domicile, il faut que nos décideurs, nos responsables hospitaliers, nos directeurs, n'aient pas peur de perdre de l'argent. D'ailleurs, Unicancer porte un article 51 au niveau national, donc qui implique 45 structures, dont la PHP. Dont la PHP a un article 51 pour le suivi des patients sous thérapie orale, sur le même principe, l'implication du pharmacien d'officine, de l'infirmière de ville, du médecin traitant, pour déléguer le plus au fil du temps de cette prise en charge auprès de l'équipe de proximité. Et là, pour le coup, on est sur un niveau national avec l'objectif d'essaimer large. Du coup, on commence déjà avec 45 structures, ce qui est déjà considérable en France. Sur tout le territoire ? Sur tout le territoire. De toute manière, il y a déjà les 18 CLCC, donc il y en a quasiment au moins une structure par région, plus donc 45, 27 autres structures privées, privées non lucratifs, publiques, et CLCC. Et donc on va démarrer dans... je sais pas, mais dans les jours à venir. Au plus tôt. Au plus tôt, on attend l'arrêté dans les jours à venir, mais on va pouvoir démarrer ce projet effectivement national de coordination ville-hôpital. D'ailleurs, grâce à ce projet-là que j'ai pu relire, j'ai pu voir à quel point il y avait de l'argent, parce que, encore une fois, pour me permettre de créer des postes d'infirmière de coordination. Et c'est prévu, parce qu'enfin, c'est du paiement au parcours de santé. Et on va pouvoir rémunérer et valoriser les professionnels qui sont sur ces parcours-là. Oui, c'est de montrer que, justement, avec une autre prise en charge et un autre type de financement, on peut payer des personnels qui vont faire gagner et même gagner, je dirais, économiquement. L'assurance maladie sera gagnante, c'est-à-dire qu'elle va payer un peu plus à un endroit pour payer beaucoup moins à d'autres endroits. Et donc l'objectif de ces expérimentations, c'est de pouvoir montrer que dans notre système T2A un peu sclérosé, il y a des choses qu'on peut faire différemment, qu'on peut payer différemment. En mettant un petit peu plus à un endroit, on va gagner beaucoup à un autre endroit. 5 milliards de transport de santé, les 5 milliards d'euros de système de transport de santé, ambulance, taxi, VSL, et on en demande juste 1 milliard pour les infirmiers. Voilà, le message est passé pour Christelle Galvez. Alors, on a des questions aussi des internautes qui nous suivent via le Facebook Live, notamment, j'imagine, beaucoup d'infirmiers et d'infirmières, dont l'un ou l'une qui se demande, mais comment peut-on se former en spécialité oncologie ? Je me tourne vers vous, Isabelle Fromentin, ou Anne-Philippe, qui veut répondre? Je pense qu'on a tous des choses différentes à dire sur la formation. Est-ce que tu veux commencer, puis je continue par les tipeurs? Oui, je veux Et bien. Anne, tu illustres? Validé, validé. Mode de fonctionnement validé. Exactement. La FIG, justement, participe à ces formations et surtout à la valorisation des projets, parce qu'on trouve qu'il y a un fourmillement d'idées
qui reste trop localement, qui reste trop en vase clos dans les établissements. Et la FIC, elle a pour rôle justement de mettre en valeur, de mettre en lumière toutes ces initiatives par des prix aussi. Il y a la bourse de recherche en soins infirmiers, mais également en prix poster ou en appel à communication pour justement permettre de montrer ce qu'on fait dans tel endroit, s'approprier, en tout cas prendre connaissance, s'approprier du concept et pouvoir le retransposer dans son établissement. Et on essaime comme ça. Voilà. Donc ça, pour le coup, c'est la FIC qui fait ça le jour de ces RIO, de ces rencontres infirmières en oncologie, qui a lieu une fois par an au niveau national. Et qu'on espère pour 2021. Et qu'on espère, effectivement, on a eu la malchance cette année de les avoir ajournés pour sécuriser tout le monde. Et en 2021, on espère pouvoir mener à bien encore cette journée où on va récompenser des initiatives locales. D'un point de vue des formations à proprement parler, il n'y a pas de spécialité en oncologie. Par contre, il y a un DU, par exemple à l'IGR, qui est de très bonne qualité. Donc ça, c'est toujours une possibilité. Et maintenant, il y a les infirmières de pratique avancée avec la mention onco-hémato. Hein. C'est pas que oncologie, c'est onco-hémato. Donc avec le même cursus pour toutes les infirmières de pratique avancée, une première année qui va être générale, comme tous les étudiants qui font des masters, et une deuxième année qui va être dans une dimension polypathos, psychiatrie, maladie rénale ou oncologie, hématologie, et qui est couplé, c'est un master 2 couplé d'un diplôme d'état, hein, donc il y a les deux, diplôme d'exercice et le grade universitaire, et qui permet après un exercice d'infirmière de pratique avancée. Donc ça, c'est pour la formation, c'est proposé dans beaucoup de régions. Sur l'Île-de-France, il y a deux diplômes mention onco-hémato, de regroupement d'universités qui l'ont proposé. Après, en pratique, je propose, c'est plus Anne sera plus légitime, puisque moi j'enseigne, mais elle est pratique, donc c'est quand même mieux que ça soit elle qui en parle. Anne-Philippe, vous êtes diplômée justement en pratique avancée de... la première 2018, ouais, 2019, voilà, 2019. Je ne sais plus, le temps passe trop vite. 2019, oui, tout à fait. Donc c'est vrai qu'on a, je dirais, un peu essuyé les plates, si on veut dire, mais c'était une formation très intense. Je dirais que ça n'était pas simple de se remettre après tant d'années dans son poste, de se remettre en cause et en question et de pouvoir justement se spécialiser en oncologie. Mais c'est un parcours très intéressant. Et alors, moi, je dirais, c'est que IPA, c'est qu'un début. Je dirais, c'est comme quand on est infirmière, si on s'investit à fond de tout ce qu'on vient de dire, c'est soignant. C'est que IPA, on voit tout en onco-hémato. Moi, je dirais que alors c'est très personnel, mais je dirais que je suis plus IPA onco et pas hémato. Je travaille plus en oncologie. Je crois qu'après, chaque IPA va développer sa spécialité. Il n'y a pas un profil type d'infirmière de pratique avancée. Il n'y a pas un poste strict. Justement, on a cet avantage que c'est tellement nouveau. C'est que chaque infirmière, dans son propre cursus, dans son propre service, va pouvoir modeler son poste et créer son poste, que ça intègre un parcours de soins, que ça aide et que ça rend service aux soignants, mais aussi aux soignés, aux patients. On est là pour être justement un nouveau maillage entre l'infirmière de coordination, entre l'infirmière qui fait les thérapies orales, justement, le médecin. C'est vraiment trouver sa place et que il y aura, si on reprend tout, je pense que chaque fiche de poste va être complètement différente selon la structure. Si je veux juste ajouter un mot, ce qui est difficile, hein, c'est que les IPA, il faut qu'elles trouvent vraiment leur place. Alors on a déjà des idées, hein, le suivi en effet des thérapies orales et tout, mais il va donc falloir qu'elle ait les connaissances pour exercer un métier élargi, un métier d'infirmière et de pratique. Mais de façon élargie, c'est-à-dire en faisant un examen clinique, des prescriptions biologiques, des prescriptions d'imagerie. Donc quand Anne disait la formation est dense
Parce que vous imaginez bien que, par exemple, vous avez 2 ans pour apprendre à faire un examen clinique et à ausculter un patient. Un médecin, il va faire ça tout au long de son cursus médical, de l'externat jusqu'à après la fin de sa spécialité. Donc l'IPA, elle est pressée dans le temps, elle est pressée par des stages et elle a ça à apprendre, plus toutes les autres, là en oncohématologie, les prescriptions, les traitements. Donc c'est des formations qui sont en effet un investissement fort pour les étudiants, c'est fatigant, c'est dense et on ne peut pas se dire qu'à l'issue de ce diplôme, on sait ausculter et faire parfaitement un examen clinique. Tout ça sont des ajouts nouveaux au métier et absolument nécessaires quand on va exercer en tant qu'IPA. Donc après, il y a toute cette phase d'apprentissage et avec toujours ce truc, on est infirmière, on reste infirmière, mais il y a certains actes qu'on doit apprendre des médecins. Donc il faut aussi passer du temps avec eux, tout en restant à sa place. Et c'est un long apprentissage, même après ce diplôme d'IPA, selon ce qui nous est demandé, les missions qui nous sont confiées, en lien toujours avec la direction des soins. C'est la direction des soins qui va valider les stages d'IPA. On reste vraiment infirmier. Oui, tout à fait. Et confirmé. Juste pour ajouter sur cette thématique-là, au niveau du nid cancer, et justement on travaille avec Christelle Galvez sur ce sujet-là, on pense que les infirmières de ville avec qui on travaille en cancérologie ont des compétences spécifiques, un rôle spécifique et un savoir à acquérir spécifique. Et donc on travaille aujourd'hui sur une labellisation des infirmières de ville en cancérologie au niveau du nid cancer. Alors c'est un projet qu'on co-porte avec Christelle Galvez, qui en parlera sans doute aussi très bien. Je rejoins tout ce qui a été dit et c'est vrai qu'il y a ce nouveau master qui permet à certaines infirmières de prendre leur courage à deux mains, puisque mine de rien il faut beaucoup de courage et c'est responsabilisant. Je pense que c'est vraiment un métier à part entière, infirmière de pratique avancée, mais il y aura encore plein d'autres infirmiers transverses, justement de coordination, d'annonce, qui eux ont développé des connaissances en cancérologie et pas forcément sur justement l'examen clinique et la prescription, mais plutôt sur la coordination. Et il y a sûrement encore plein d'autres DU, diplômes, masters à imaginer. Il va falloir vraiment investir l'université. Ça tombe bien, puisque ça a été ouvert dernièrement à l'université, le doctorat en sciences cliniques infirmières. Il y a aussi plein de choses. Je pense que les infirmiers auront tout à gagner d'investir l'université. Et je suis ravie de vous entendre aujourd'hui, mais c'est vrai que je pense qu'il n'y a pas que les IPA, il y aura encore d'autres métiers qui vont se joindre à nous. Et l'idée de labelliser des connaissances, des pratiques en ville permettra aussi de sécuriser les patients, sécuriser les professionnels avec plus de connaissances. Et justement, avec la FIC, il faut qu'on travaille sur ces sujets. Et ça pourrait presque faire une belle conclusion, effectivement, cet éventail de possibilités qui s'offre aux infirmiers et aux infirmières. Je veux juste rapidement, avant de donner la parole à Patrick Chamboredon pour la conclusion de cette rencontre, qu'on revienne à vous, Anne-Philippe. Moi, j'ai juste envie de dire, oui, qu'il ne faut pas avoir... C'est vrai que je vois beaucoup d'infirmières, je rencontre beaucoup d'infirmières qui viennent me voir en me disant est-ce que ça vaut le coup, l'engagement? Et je dis oui, c'est un sacré engagement entre la vie professionnelle, la vie personnelle. Alors, il y a aussi le problème aussi de la rémunération, hein, ça serait un autre débat, mais ça aussi, c'est pas simple, cette revalorisation. Et puis aussi... Certains actes aussi qui doivent encore être enregistrés, la prescription notamment. Oui, alors nous, au niveau de la fonction publique, pour l'instant, on peut rien prescrire dans l'ordinateur, il faut refaire manuellement, ou ceux qui ont commencé à exercer, il faut qu'ils aillent se faire tamponner, il faut qu'ils courent après le médecin parce qu'il peut pas écrire lui-même, il peut pas signer. Donc c'est vrai que c'est un peu le parcours du combattant en ce moment, mais on a espoir et on y croit, parce que justement, nous, on a fondé une collégiale au niveau de l'assistance publique et on espère progresser. Mais voilà, il faut pas se décourager, c'est surtout ça. Il faut tenir bon et s'investir. Et je dirais, c'est comme la recherche, c'est un investissement à long terme. Et malgré les difficultés, vous me le disiez, donc on voit effectivement qu'elles
sont et quels pourraient être les bénéfices je futurs dirais, pour le c'est patient, vraiment notamment, pratique. Alors, c'est de la pratique et on en parle aujourd'hui. Ça peut être aussi bien un suivi de cohorte de prévention, d'intervention aussi auprès d'une population. Ça peut être aussi donc c'est des suivis souvent de patients stabilisés. C'est ça où je dirais, c'est tellement nouveau que moi je me spécialise en oncogériatrie. Donc, vous voyez, il y a vraiment tout un parcours et tout un panel qui s'offre à nous et il faut saisir cette opportunité. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain, on ne va pas tout avoir tout de suite, donc il faut juste avoir de la patience et puis surtout ne pas se décourager. Très bien, merci beaucoup. Je laisse la parole pour la conclusion à Patrick Chamboredon, président de l'Ordre national des infirmiers. C'est impossible de conclure aujourd'hui, tellement c'est riche et dense. Bon, c'est pas une formule qu'on m'a préparée pour le discours, mais c'est une réalité. On est parti de la prévention et on arrive sur la formation en passant par tous les champs de la pratique infirmière et ça c'est quelque chose d'extraordinaire puisque c'est notre profession à tous ici et que c'est vraiment quelque chose qu'il fallait mettre en valeur au travers de cette volonté de la prévention pour les infirmiers qui sont des acteurs majeurs, on l'a dit et quand les médecins le disent c'est encore mieux donc vraiment merci de cette matinale. On ne va pas revenir sur ce qui a été dit, le dépistage c'est un élément clé et essentiel du cancer. Même si Christelle aimerait qu'on ait plus de patients encore à prendre en charge, mais je pense que si on arrive à prévenir un peu plus... Mais c'est vrai que dans cette période de Covid, il faut rappeler, c'est un vrai message à faire passer, parce qu'on a vu la déprogrammation l'année dernière, pendant ce trimestre, où vraiment on en paye les frais maintenant, et l'épuisement professionnel qu'on a pu relever dans notre dernière enquête est quelque chose qui est quand même caractéristique, parce qu'on n'a pas eu de baisse d'activité pendant l'été, il n'y a pas eu de repos des soignants et tout ça a un impact maintenant et on est en train de chercher des ressources. Donc voilà, c'est quelque chose de super important. Isabelle, on se connaît bien, les enquêtes, les études, la formation et tout ce qu'on peut publier, c'est quelque chose d'essentiel et c'est vrai que de l'avoir abordé aujourd'hui, c'est une facette essentielle de la profession infirmière qui est en cours d'évolution. Les IPA sont les moteurs de cette évolution, il faut qu'on publie plus et que le leadership passe des mots aux actes et que vraiment on arrive à être là. Et je me faisais la réflexion tout à l'heure du fond de la salle, c'est dommage qu'on n'ait pas plus d'infirmiers sur les plateaux télé, c'est quasi un plateau télé ici aujourd'hui, mais c'est une mise en lumière de la profession et de sa valorisation et tout ce qu'on est capable de faire en tant qu'infirmier et je m'en réjouis et vraiment je souhaitais vraiment vous laisser la place parce que je trouve que c'est plus légitime que les acteurs de la santé et du cancer, enfin la prise en charge du cancer soit vraiment le plus à l'honneur aujourd'hui sur cette Octobre Rose, sur cette manifestation-là. On a parlé de tout ce qui est le suivi de la profession et Christelle, encore une fois, les IPA l'ont dit et la FIC le fait vivre, c'est vraiment cette unicité de la profession, que ce soit la ville, l'hôpital, on est tous unis pour la prise en charge. On a parlé de l'interprofessionnalité, c'est vrai qu'Unicancer en a parlé et c'est super de le rappeler parce que seul on n'est pas grand-chose, mais c'est à plusieurs qu'on va arriver et la prise en charge est tellement complexe et tellement multiple que c'est vraiment un maillon essentiel de notre qualité de soins et de sécurité des soins. Beaucoup d'espoir pour les IPA, vous l'avez dit, c'est un long chemin et c'est une marche. Il paraît que c'est le chemin le plus important et pas d'y arriver. Donc moi, j'espère que l'ordre a pu faire les choses et qu'on va continuer à pousser là-dessus. Et pendant le Ségur, vous savez qu'Olivier Véran a chargé le président que je suis et le président Bouet de plancher sur une profession intermédiaire. On ne sait pas ce qui va en sortir, mais on voit bien que les IPA portent en eux les fruits de certainement une très belle évolution pour la profession quand on va réussir à l'habiter. Et puis peut-être de cette profession qu'on appelle tous de nos voeux, donc pour la qualité aussi de la prise en charge. Voilà, moi je voudrais vous redire merci une dernière fois parce qu'on ne peut pas être plus long aujourd'hui, on a eu une bonne audience et on va certainement arriver en replay, puisque c'est un replay qui sera mis sur notre site, à avoir des vues assez importantes. Et vraiment, par merci, je ne sais pas quoi vous dire, et c'était vraiment la période de parler d'Octobre Rose et de mettre à l'honneur la profession infirmière dans tout ce qu'elle peut faire pour la prise en charge des patients. Merci encore et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci.